Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo liée à l'actualité du CES, Consumer Electronics Show, qui a officiellement désormais ouvert ses portes mardi matin, côté Las Vegas, et donc mardi soir pour nous. Et c'est pourquoi je m'attendais en ce mercredi matin à recevoir dans ma boîte mail une multitude de réponses aux questions que j'ai pu poser aux différents constructeurs concernant les annonces qui ont été faites sur le salon, et visiblement côté Panasonic, puisque c'est encore c'est de ce constructeur qu'il s'agit ici dans cette vidéo, il va falloir patienter. En même temps, on a le temps, on le sait, habituellement les annonces sont faites, et puis ensuite pour avoir les réponses aux questions, souvent, il faut revenir un peu plus tard, mais c'est pas très grave. On va néanmoins d'ores et déjà analyser un petit peu tout ce que l'on sait sur ces téléviseurs, sur les principales évolutions de la gamme, et puis des choses également qui doivent commencer ici à transparaître au travers de cette image. Et j'ai néanmoins décidé de changer de cadre parce que justement, les téléviseurs Panasonic, ils évoluent cette année, ils migrent tout simplement, allons-y, d'entrée de jeu, vers le système d'exploitation Fire TV, c'est l'une des évolutions, et il se trouve que j'ai moi-même une Fire TV Cube, ce qui va me permettre dans cette vidéo de vous aborder la partie caractéristique technique de cette nouvelle gamme, avec les nouvelles informations de ce que l'on sait d'ores et déjà, et ensuite d'aborder aussi dans cette vidéo mes premières images sur ce Fire TV, de façon à ce que vous puissiez déjà un petit peu imaginer, vous projeter sur ce que pourrait apporter ce système d'exploitation sur les futurs téléviseurs de la marque. Vous le voyez, Z93 et Z95A sont la nouvelle dénomination de ce qui était, j'ai envie de dire, historiquement une seule gamme. Et oui, on va parcourir très rapidement ce qui est évoqué ici, mais sachez en fait que avec ce nouveau naming, Panasonic a tout simplement décidé de simplifier l'interprétation de ce qui est à l'intérieur des téléviseurs. En 2023, annonce des MZ2000, dans une conférence durant laquelle d'ailleurs Panasonic avait commencé à réaliser des mesures, puisqu'on avait des seuils de pics de luminosité avec l'arrivée de la technologie Meta, MLA, plus algorithme maison pour chacun afin d'atteindre certains niveaux de luminosité, optimisation, etc. LG Display annonçait sur la technologie 1.0 Meta un pic de luminosité de 2100 nits en HDR sous le mode standard. Et du côté de chez Panasonic, évidemment que le travail était fait ensuite pour s'approprier cette technologie-là. Vous avez d'ores et déjà sur la chaîne une vidéo qui vous attend où je vous explique toutes les améliorations, toutes les évolutions cette fois-ci de cette technologie Meta 2.0 du côté de chez LG Display avec une augmentation de la luminosité. On s'en est déjà parlé notamment sur G4 et sur M4 dans la présentation des téléviseurs OLED de chez LG Electronics. Et en plus, LG Display a rajouté des informations à cela puisqu'on a de l'optimisation des micro-lentilles avec désormais une technologie MLA+, et on a aussi une amélioration des algorithmes avec les Meta Multi Booster qui permettent dans tout cela d'atteindre un pic de luminosité à 3000 nits sur une mire blanche, mais aussi, nouvelle information également qui devient très intéressante aussi, une luminosité des couleurs annoncée avec un step de 114% qui positionne cela à 1500 nits pour la couleur. Encore une fois, le lien vous attend dans la description, mais aussi dans cette playlist CES 2024 pour retrouver un petit peu toutes ces évolutions. Alors ce sont des évolutions que l'on va retrouver chez LG avec le G4 et le M4, et chez Panasonic, cette année encore, la gamme est un peu différente puisque MZ2000, 55-65 bénéficiait de la technologie Meta OLED 1.0 qui permettait d'accéder à ces micro-lentilles et aux nouveaux algorithmes et donc au boost de luminosité et aux meilleurs angles de vision également, mais le 77 pouces en était dépourvu et ce sera la même chose en 2024, SNIF, puisque déjà le constructeur, comme vous pouvez le voir, ne va pas proposer de modèle 83 pouces alors que cette dalle existe, mais une gamme qui se compose d'un Z95A qui va être du 55, du 65 pouces et un Z93A qui va être un 77 pouces, donc dépourvu des bénéfices de cette technologie Meta 2.0. Et c'est pourquoi, dans le naming, on apprend que le Z95A est doté de la dalle Master OLED Ultimate contre une dalle Master OLED Pro Cinema
pour le Z93A. Il y a un autre arrivant aussi que vous voyez ici s'afficher, et un arrivant de taille, j'ai envie de dire, c'est le nouveau processeur avec ce HCX Pro AI Mark II qui lui va en revanche intégrer les deux téléviseurs, comme on l'apprend un petit peu plus bas dans le communiqué de presse juste ici. Le tout nouveau processeur HCX Pro AI MK2 des Z95A et Z93A alimente le nouveau Engine 4K Remaster qui améliore la clarté de l'image en streaming en combinant l'IA, des modèles mathématiques pour des images nettes et naturelles et une réduction supérieure du bruit en streaming. La gradation a également été améliorée pour réduire l'effet de bande, donc le fameux banding à l'image. On a parfois l'impression de voir un traitement où on a un signal 8 bits avec des grosses auréoles d'une certaine manière de couleur, un dégradé qui n'est absolument pas propre. Ce petit passage-là, comme un autre passage également qui est un petit peu plus bas dans le communiqué de presse, à savoir que le nouveau processeur HCX, donc nouveau HCX Pro AI processeur MK2, permet également la prise en charge du Dolby Vision jusqu'à 144 Hz, notamment pour le gaming. Ces quelques informations-là, donc du coup, eh bien, ouvrent les portes à une interprétation, même si vous doutez que Panasonic n'a encore une fois rien validé et ne communique pas d'ailleurs sur la nature des processeurs précisément depuis déjà bien longtemps, laisse à interprétation le fait qu'il s'agirait ici d'une puce Pentonic 1000, donc on aura toujours sans doute deux prises HDMI 2.1, les autres ne seront pas pleinement compatibles HDMI 2.1, on retrouvera sans doute sur l'une d'elles la prise en charge du eARC, peut-être du VRR également, y compris sur du 60 Hz. Alors je ne m'attarderai pas sur la suite du communiqué de presse, c'est toujours la même chose, tous les ans on y a le droit avec Stéphane Sonfeld, les différents partenariats avec Panasonic dans la réalisation de films, etc. On va se focaliser sur ce qui nous intéresse sur le Z95A avec la dalle donc Master OLED Ultimate qui associe une matrice de micro-lentilles pour une meilleure luminosité et une gestion de la chaleur à couches multiples développée par les ingénieurs de Panasonic. La dalle offre une luminosité sans précédent grâce aux améliorations apportées à la technologie de pilotage et à la gestion de chaleur. C'est ce petit truc offre une luminosité sans précédent. C'est ce petit bout du paragraphe qui me laisse penser du coup qu'on va être ici sur des dalles Meta OLED 2.0 avec effectivement donc les promesses d'une plus grande luminosité encore. Je rappelle que c'est du pic 3% à 3000 nits, là où c'était du 2100 nits l'année dernière. Un pic de luminosité à 3000 nits, d'ailleurs je l'ai dit également en commentaire épinglé de cette vidéo sur LG Display. J'avais pas vu la vidéo de Vincent Teo au moment où j'ai enregistré, et en fait il a publié, lui, une vidéo dans laquelle il a fait des mesures déjà avec LG Display sur ses dalles, mais attention, c'est des mesures, encore une fois, je pense, en mode HDR standard, et surtout, il est sur une température des couleurs de 9000K, ce qui est absolument pas, c'est ce qui tend complètement à une dérive absurde de l'image, et donc voilà, encore une fois, il va falloir arbitrer tout cela, il faudra voir ce que ça va donner en matière de test, mais c'est intéressant que l'on ait désormais, je le réinsiste ici, c'est intéressant qu'on ait désormais ces deux valeurs, luminosité brute sur une mire blanche, et qu'on commence à être un petit peu plus sensible à cette communication autour de la couleur. C'est au bénéfice pour le coup vraiment de l'OLED qui avait de toute façon matière à évoluer là-dessus et à ce qu'il se passe des choses, et l'industrie semble motivée pour, eh bien, encore une fois, sensibiliser et peut-être élargir aussi également, sortir de cette pure communication sur le pic de luminosité à 3% et peut-être commencer à se parler un petit peu plus d'experienced color, comme on l'appelle chez Samsung Display notamment. Du côté de la qualité de l'image, on se doute que Panasonic fera encore sans doute des merveilles sur cette nouvelle gamme, avec effectivement peut-être des choses qu'on avait pu remarquer sur le MZ2000, une petite tendance sous certains modes à un peu exagérer les détails, et néanmoins on le sait aussi que le constructeur coche un peu toutes les cases du côté du HDR, et donc on va retrouver aussi sur ces Z95A et Z93A la prise en charge du Dolby Vision IQ Precision Detail, grâce notamment également avec donc aller exploiter au plus profondément, j'ai envie de dire, les métadatas de ces signaux Dolby Vision et d'être capable de les adapter à la luminosité ambiante de la pièce grâce à un capteur de luminosité présent dans le téléviseur. Il n'est en revanche pas fait état ici, pas mentionné clairement en tout cas, s'il s'agit d'un capteur capable d'ajuster tout simplement la luminosité comme on le fait déjà depuis très très longtemps, ou si on se situe plutôt sur quelque chose façon 2023 avec un capteur qui est
carrément au niveau RVB, c'est-à-dire qu'il est capable, en fonction de la luminosité et de l'intensité de la couleur qui est liée à vos éclairages, de l'éclairage de la pièce tout simplement, et bien de réajuster cette fois-ci la balance colorimétrique du téléviseur. Alors ça peut fonctionner plus ou moins bien, mais c'était en tout cas une option qui était disponible, et puis pour certains préféreront pourquoi pas calibrer le téléviseur. On a un peu fait le tour, malheureusement j'ai un peu fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire sur cette partie image, processeur, connectivité. Je ne peux pas vous dire si le Wi-Fi, par exemple, va évoluer. Est-ce qu'on sera sur du 6, du 6E à l'intérieur de ce téléviseur? Assurément, la prise Ethernet devrait toujours être du niveau du 100 mégabits pour profiter de ces systèmes connectés. En revanche, on peut aller un tout petit peu plus loin, mais vraiment, alors pas beaucoup plus loin, sur la partie audio, avec donc un système audio qui, sur ces deux modèles, puisque c'est l'équivalent du MZ2000, eh bien, va intégrer une barre de son en façade et un système audio 360 degrés Soundscape tout en un, réglé par Technics, puisque on va, en plus de la barre de son en façade, retrouver eh bien, les up-firing speakers, les haut-parleurs situés en position haute sur le téléviseur, ces fameuses enceintes cheminées. Et vous le voyez ici à l'image, ne serait-ce qu'au niveau de la barre de son en façade, c'est déjà assez impressionnant en nombre de voix, mais je n'ai aucune puissance audio à vous communiquer et c'est bien dommage. On poursuit un tout petit peu également sur la partie gaming, l'arrivée de la Game Bar de chez Panasonic, avec son Game Mode Extreme, va lui aussi évoluer un petit peu. Et d'ailleurs, cette Game Bar, elle n'a pas exactement le même nom, puisque je la résume comme ça, mais en fait, ça s'appelle le Game Control Board chez Panasonic. Eh bien, ce Game Control Board, désormais, verra s'afficher une petite pastille dans laquelle on pourra se rendre compte qu'on est en train de jouer en 144 Hz lorsqu'on aura branché un ordinateur via une prise HDMI 2.1. Pour les consoles, ce sera toujours du 120 Hz avec l'arrivée cette année de la prise en charge du Dolby Vision 120, avec toujours la prise en charge du high frame rate, donc ces technologies HFR, du VRR. Et je pense que l'input lag restera également très bon. On devrait désormais descendre sous la barre des 13 millisecondes. Est-ce qu'on ira rejoindre en 1080p 60 les 9 millisecondes atteints par les LG, les Samsung qui aujourd'hui détiennent des records? On est encore à moins sur des signaux Ultra HD 120 Hz. Est-ce qu'on en sera là? J'en sais rien, mais de toute façon, aujourd'hui, je pense que cette logique d'input lag n'est plus réellement un problème. De plus, l'ajustement de l'image HDR avec le tone mapping off permet de régler avec précision les jeux HDR directement à la source plutôt que sur le téléviseur. Cela garantit des niveaux de luminosité élevés et une visibilité détaillée sans exagérer les contrastes. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien c'est tout simplement, vous savez, lorsque vous branchez votre console, vous avez ce petit tuto, enfin ce petit guide pas à pas qui vous invite au travers de différentes mires, noires, blanches, avec un truc gris qui pop plus ou moins, des damiers, etc., à ajuster l'intensité lumineuse envoyée, l'intensité lumineuse du téléviseur pour que ça colle avec le signal HDR envoyé par la console qui elle communique avec du HGIG, etc. Et donc ça permet de calibrer le TV, de calibrer la chaîne d'une certaine manière d'affichage. Et donc, quand on avait un tone mapping qui derrière pouvait reprendre en plus, remettre en plus une couche de traitement par-dessus ce signal, ben ça pouvait faire le bazar. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose que les marques mettaient régulièrement en avant pour autant. Cette année, visiblement, chez Panasonic, ils vont se proposer de le désactiver. Et ça aussi, ça risque d'être assez intéressant. Donc, je suis curieux de tester. On aura aussi sur la partie audio, nous apprendrons, eh bien, le mode RPG qui crée un environnement sonore 3D où les dialogues vont être mis en avant, essentiel pour une narration immersive et un jeu stratégique. Et inversement, le mode FPS est finement réglé pour accentuer les signaux sonores cruciaux, tels les bruits de pas, et ainsi procurer un avantage tactique dans les jeux de tir. Voilà ce qui débarquera donc dans les évolutions côté gaming avec cette Game Control Bar qui, nous dit-on, va pouvoir être associé, son accès va pouvoir être associé à la touche My App de la télécommande, tel un raccourci, des raccourcis. On va pas
faire la roue pour ça. Les raccourcis, ils existent déjà chez les constructeurs qui proposent ce type d'option. C'est soit un appui long sur un bouton dédié. Donc, pas de quoi faire la roue. Je n'ai pas d'informations d'ailleurs liées à la télécommande. Est-ce qu'elle va rester grise? Est-ce qu'elle va être rétroéclairée? Est-ce qu'elle va intégrer un capteur pour son rétroéclairage? Est-ce qu'elle va être noire? Est-ce qu'elle va être plus compacte que par le passé? Est-ce qu'elle va continuer d'intégrer cette multitude de touches que l'on connaît chez le constructeur, que personnellement, je trouve ça plutôt intéressant, mais ça peut ne pas plaire à tout le monde. Certains la trouvent datée, et vous êtes déjà quelques-uns à vous exprimer sur ce sujet dans les commentaires. Alors, vous avez vu s'afficher de multiples reprises les différentes photos de ces deux téléviseurs, donc Z93A et Z95A, avec cette différence notable discrètement peut-être, ou peut-être l'avez-vous remarqué, eh bien c'est que le pied est rond dans le cadre du Z95A, pied rotatif assurément. Donc le pied est rond, enfin la base est ronde, et le pied du Z93A est rectangulaire. C'est sans doute une histoire de quelques centimètres de portance, tout simplement pour assurer une meilleure stabilité au Z93A, qui est donc le 77 pouces, la plus grande des tailles pour l'instant proposée par Panasonic. Et vous avez donc pu remarquer dans les différentes photos que je vous ai affichées, qui m'ont été fournies par Panasonic, eh bien que Fire TV fait son apparition en 2024, je vous l'avais dit. On va y consacrer la suite de cette vidéo. Alors c'est une évidence, mais je vais peut-être quand même ici le préciser. Je vais vous afficher des images de Fire TV avec ce boîtier Amazon. Ici, cette Fire TV Cube qui intègre en plus une connectivité Wi-Fi 6E, qui est fluide, qui lit beaucoup de choses, qui est un produit très agréable à utiliser, selon moi en tout cas, c'est pour ça que je l'ai acheté, sur les télés, mais aussi de manière audio. Consulter Alexa, lui demander de lire un podcast, la petite enceinte qui est intégrée fait largement l'affaire pour sonoriser un bureau, une petite chambre, peu importe, hein, vous aurez compris le débat, mais ce n'est sans doute pas fidèlement à 100% ce que vous aurez sur le téléviseur Panasonic. En matière de fluidité, je pense qu'on sera pas trop mal, puisque je vous ai évoqué que, enfin j'ai laissé supposer, en tout cas je suppose moi que ça sera une puce Pentonic 1000, donc je pense qu'on sera quand même plutôt pas mal sur la fluidité du système d'exploitation. C'est pas quelque chose de très très lourd, ça tourne très bien sur les Fire TV Stick, donc j'ai assez peu d'inquiétude sur la logique du téléviseur et comment ça va se comporter. Pour autant, on va y avoir des choses qui vont nous manquer, et les choses qui vont nous manquer, ça va être toutes les options que j'ai notamment évoquées du côté de chez Panasonic, les réglages de l'image, mais aussi l'interface liée à la télé, puisqu'ici j'ai pas de tuner télé. Donc vous le voyez, on a d'abord cette première interface qui nous emmène bien, vers un menu qui est autrement plus moderne que ce que l'on pouvait avoir avec My Home Screen, qui avait juste sa petite barre d'icônes quand on appuyait sur la touche menu, et qui était finalement assez loin de ce que l'on retrouve aujourd'hui chez les différents constructeurs, que ce soit Samsung, que ce soit LG, que ce soit également les produits sous Google TV, donc TCL, Sony, etc., où on a désormais un bandeau publicitaire, proposition, suggestion de contenu, espace partenaire. Vous avez compris, j'en ai suffisamment parlé en 2023, ce qui est un peu la même chose ici, mais surtout, vous avez désormais des très grandes tuiles qui vous permettent comme ça d'accéder à vos contenus et de reprendre aussi des contenus. Et alors, vous le voyez bien, hein, c'est assez indifféremment différents contenus. Alors, oui, indifféremment différents. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on a aussi bien des contenus de Netflix, des contenus de Prime Video. Je n'ai pas toutes les applications qui sont installées, mais ça pourrait être de l'Apple TV, comme on le voit notamment dans les photos qui ont été partagées par Panasonic. Ça peut être des contenus Twitch, ça peut être des contenus YouTube, avec cette fois-ci un App Store qui est quand même beaucoup plus garni en contenus divers et variés que ce que propose notamment My Home Screen. Vous le voyez, là, franchement, on commence à être très très bien. On a ici toute la partie qui est plus lié aux applications multimédia. On voit même qu'on a l'application donc pour consulter, pour saisir ses identifiants free pour accéder au contenu de sa box, M6 Play, Luna, YouTube Kids, TikTok et là ensuite tout plein d'autres choses. Avec cette particularité également, c'est que vous le verrez sur Internet, mais beaucoup d'utilisateurs de produits Amazon se servent de ces plateformes-là comme on se servirait d'une Nvidia Shield ou comme on injecterait aussi des APK directement dans son téléviseur Android TV ou Google TV. Un explorateur de fichiers, une clé USB, on branche et on balance l'APK et on installe. Vous voyez par exemple qu'on a Plex également pour tous ceux qui ont des serveurs à la maison avec des contenus qu'ils souhaitent visionner. On a du VLC qui est un excellent player TV et regardez un peu cette fluidité. J'ai vraiment rien à lui reprocher à ce truc, ça va vraiment très très vite. En partie haute,
On retrouve, donc comme je le disais, de la suggestion de contenu. Et si jamais je ne clique pas, au bout d'un moment, il semble que le téléviseur considère que je veux tout simplement voir la bande-annonce et donc il commence à m'afficher comme ça du contenu. L'autre avantage, et un truc dont on ne disposait pas franchement, alors là, ici, il y a toute la partie notification aussi, bien entendu, la partie notification qui vous alertera si jamais vous recevez un colis, une livraison depuis Amazon, vous allez avoir votre notification sur votre téléviseur, en plus du fait qu'elle sonne ici sur l'enceinte, vous l'aurez, vous, sur le téléviseur. Là, ici, on a la gestion des entrées puisque le boîtier lui propose une entrée HDMI et une sortie HDMI. Et donc, vous aurez la même chose sur votre téléviseur, de la gestion des entrées et des sorties. Évidemment, la gestion des fonctionnalités de recherche, des recherches qu'elles soient liées à l'App Store pour de l'application, à des films, à des séries, et ensuite même des catégories de films. On peut même voir qu'il y a des catégories donc, qui sont juste là. Qu'est-ce que vous dire d'autre? Le menu d'accueil qui me renvoie ici à l'accueil et qui, comme vous le voyez, indifféremment me propose des contenus Amazon, évidemment en priorité. Et puis ensuite, si je continue de descendre un petit peu plus bas, on voit que j'ai des recommandations Netflix et voilà. Et ensuite, on a une logique de proposition de contenu film gratuit. Donc on est sur un système qui est autrement plus complet et qui sera plus complet aussi parce qu'on va pouvoir commencer à demander à l'assistant vocal de lire du contenu. Alexa, regardez La Casette des Papel sur Netflix. J'avais envie de faire ça, tout simplement. Et donc du coup, ça m'ouvre mon application Netflix et ça me lance tout simplement la possibilité d'accéder directement au contenu. Alors c'est pas une série que j'ai regardée récemment, donc il ne me propose pas de reprendre là où je m'en suis arrêté. C'est mon identifiant, c'est mon compte là, Netflix, et c'est vrai que j'ai remarqué du coup qu'il n'y avait pas de gestion, c'est-à-dire qu'au début du téléviseur, on me propose de me dire qui se connecte à Fire TV. J'ai fait l'essai en prenant le compte de ma femme, en prenant le compte de ma fille. Lorsque je lance une requête, eh bien ça accède tout de même au compte Netflix, en l'occurrence ici, de celui qui a lancé l'application. Ça aurait été intéressant que les deux soient un petit peu combinés, c'est-à-dire que je lance le compte de ma femme, je retrouve les contenus YouTube, les contenus Netflix et les contenus Disney+, automatiquement rebadgés, enfin réinsérés dans les comptes de chacun, enfin câblés avec les comptes de chacun. Il semble que ce ne soit pas le cas. Donc on a quand même cette fonctionnalité de reconnaissance vocale qui est disponible et qui fonctionne bien. Et vous l'aurez compris, comme c'est un produit Amazon doté de l'intelligence de l'assistant vocal, vous allez pouvoir le solliciter pour réaliser différentes opérations que je ne peux pas faire ici. Sans doute la possibilité de changer de chaîne, de régler le volume. Là, si je demande de régler le volume, il va me régler le volume de l'enceinte, donc ça n'a aucun intérêt. Comme on peut le faire avec les assistants présents chez Google, avec les assistants qui sont présents également du côté de chez ThinQ, avec LG, du côté des assistants qui sont également présents au travers de Tizen OS, qui sont d'ailleurs compatibles aussi avec Alexa et avec Google tout simplement. On a la compatibilité aussi dans Fire TV avec Apple Home et également Apple AirPlay pour du streaming de contenu. Et puis vous allez naturellement aussi pouvoir interagir avec tous vos appareils connectés, que ce soit des produits d'ailleurs caméra, ça peut être assez intéressant, je vais y revenir tout de suite, mais aussi toute la connectivité établie au travers des skills, les ampoules connectées, les prises connectées, fermer ses volets, allumer ses lumières, éteindre ses lumières à la voix au travers du téléviseur, et pourquoi pas donc, si jamais on arrive chez vous et qu'on sonne à la porte, répondre directement à votre sonnette connectée Ring. Regardez par exemple Alexa, affiche bureau. Et là, je lui demande tout simplement d'afficher mon portier vidéo qui donne sur la rue, mais je pourrais lui demander de consulter n'importe laquelle de mes caméras que j'ai de connecter au travers de la skill Amazon Ring, mais pas seulement. Ça fonctionne avec du Arlo, ça fonctionne également avec de l'EasyV, ça fonctionne avec beaucoup de fournisseurs, enfin beaucoup de skills, d'applications qui peuvent s'interopérer avec votre compte Alexa, et ça ouvre quand même un très large éventail de possibilités. Clairement, avec Fire TV, Panasonic rejoint la concurrence sur le système d'exploitation, et regardez un petit peu cette fluidité. Vous voyez, j'appuie et ça va très vite, et j'ai assez peu de doute que ce sera aussi fluide et aussi rapide sur les téléviseurs Pana. Donc encore une fois, on met ici de côté l'aspect qu'il me manque, à savoir toute la surcouche liée au réglage de l'image, liée à la télévision numérique, qui bénéficiera également d'accès au service IPTV, donc la télévision
par Internet. Donc tout ça aussi, c'est des petites fonctionnalités qui pourraient également vous intéresser, mais sachant encore une fois qu'avec cette plateforme, on peut installer beaucoup plus d'applications. Et je terminerai sur cette partie-là par quelque chose que je n'ai jamais moi personnalisé ici, puisqu'on peut personnaliser des fonds d'écran avec ses photos, etc. On a la personnalisation aussi possible par le biais d'une sorte de widget que Panasonic appelle Fire TV Ambient Experience, qui permet donc d'afficher sur un côté un peu galerie d'art intérieur, qui permet d'afficher des photos, mais aussi des widgets, donc sur lesquels on va retrouver par exemple sa météo, l'actualité, etc. Ce sont encore une fois autant de petites choses qui viennent moderniser les téléviseurs de la marque. Voilà donc ce que je pouvais vous dire à date sur les annonces de Panasonic dans le cadre de ce CES 2024, et je l'espère une deuxième vidéo bientôt, aussi vite que possible. Alors ça risque de pas être pour tout de suite, qui nous permettrait surtout d'en savoir plus sur la suite de la gamme, parce que l'an dernier on avait un MZ2000 sur lequel Pana faisait le focus, mais on savait qu'on aurait quand même des téléviseurs LCD, on aurait quand même des modèles OLED un peu moins 10 ans, notamment juste avec la barre de son, mais pas les systèmes cheminés, etc., avec un MZ 1500. Là, cette année, on sait que ce MZ 2000 devient sous deux gammes, enfin sous deux références, Z93A et Z95A, ce dernier avec des dalles MLA, a priori, donc Meta MLA+, et Meta Multi Booster pour la partie algorithme pour bénéficier des dernières évolutions de LG Display, mais le détail absolu de ce Z93A me manque encore. Et surtout, il nous manque les infos sur les gammes LCD et sur les gammes LCD, mini LED et sur les gammes inférieures du côté de l'OLED. Bon voilà, rendez-vous pour une prochaine vidéo pour essayer d'en savoir un peu plus, les disponibilités, les tarifs. Bon, alors on va se donner encore un peu le temps. Croisons les doigts, n'hésitez pas, dites-moi si cette vidéo vous a plu, si le petit module complémentaire sur Fire TV vous a intéressé. Je trouvais qu'on manquait d'infos. Bon j'ai la chance d'avoir ce produit à la maison, donc je trouvais ça assez intéressant de vous en parler, mais exprimez-vous, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, d'autant que je ne crois pas l'avoir vu par ailleurs. Bref, allez, exprimez-vous dans les commentaires. Vous retrouvez dans la description le lien qui vous mènera vers mes réseaux sociaux. Vous les voyez d'ailleurs s'afficher pour Instagram et Twitter, mais vous retrouvez également Blue Sky et dans le groupe de discussion Discord aussi. Le lien est dans la description. Et pourquoi pas aussi, si vous le souhaitez, un petit lien vers une cagnotte Tipeee si vous souhaitez contribuer à l'effort de guerre que je peux produire, essayer de produire au quotidien en rétribuant un petit peu le travail qui est réalisé ici. N'hésitez pas, encore une fois, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne, et d'ici là, portez-vous bien, ciao.